Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous pour ce webinaire d'avril. Je suis Olivier François, donc le directeur régional d'Arca Sud, et c'est moi qui aujourd'hui est en charge de l'animation de ce temps d'échange. Nous accueillons aujourd'hui donc l'association Arpège, avec la présence donc de Georges Martineau, qui est directeur du pôle prévention et partenariat. Voilà, donc il présentera plus largement tout à l'heure son activité et ses missions. Et le docteur Thierry Ventre, qui donc sera l'intervenant majeur de cette matinée, qui est administrateur donc à Arpège, et néanmoins aussi à Arca Sud, voilà, et qui nous apportera donc son expertise autour de la thématique que nous avons choisie aujourd'hui, des jeunes face aux jeux d'argent et de hasard. Voilà, peut-être une question, enfin une thématique qui est pas souvent abordée, qui est pas peut-être pas très présente à nos esprits, et qu'aujourd'hui on a souhaité aborder, pour rappeler qu'aujourd'hui la question du jeu en France commence à être enfin, regardée d'une manière assez sérieuse en termes de problématiques que ça peut représenter. Voilà, j'ai noté quelques petits chiffres, j'espère ne pas être dans l'erreur, voilà, sachant qu'un Français sur deux serait joueur, voilà, d'une manière ou d'une autre, hein. Voilà, donc ça concerne une bonne proportion des Français, et que les jeunes ne sont pas épargnés, je dirais, voilà, ne sont pas en dehors de ces sphères-là, puisque des jeunes, 15, 17 ans, sont déjà concernés par des conduites autour des jeux. Et ce n'est pas seulement le fait de jouer, mais c'est le fait de jouer de manière récurrente et qui peuvent devenir excessifs autour souvent ça commence sur des jeux de grattage, les jeux de tirage, et après on va sur les paris sportifs, on va sur toutes sortes alors peut-être moins sur les jeux de casino, puisqu'aujourd'hui il y a aussi on peut pas rentrer comme ça dans les casinos, mais ce que l'on note, c'est quand même qu'il y a un environnement qui est propice, notamment avec le développement du jeu en ligne, un environnement qui est propice aux jeunes à partir d'un smartphone, enfin voilà, d'un support numérique de jouer. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est complètement en train d'évoluer ces dernières années, hein. On a des chiffres qui peuvent être inquiétants sur les dernières années, 5-6 dernières années, où cette proportion de jeunes qui sont joueurs de manière récurrente et voire excessive et à risque augmente. Donc c'est quelque chose que nous, Arca Sud en tout cas, c'est une thématique qui nous intéresse et qui nous alerte. Euh, Depuis 2019, là, il y a une ordonnance, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place pour réguler, pour essayer d'encadrer cette question du jeu. Et c'est ainsi que l'autorité nationale des jeux a été missionnée pour mettre en place toutes les stratégies de prévention, notamment auprès des jeunes, mais également des adultes et des parents eux-mêmes à sensibiliser pour les risques des joueurs, puisque nous notons quand même que les jeunes qui jouent souvent sont aussi dans un environnement où les parents jouent, et donc ça peut être aussi nécessaire, c'est nécessaire, comme toutes les actions de prévention dans les conduites addictives, de sensibiliser aussi l'entourage et les parents. Euh, donc voilà, donc sur l'association Arpège, peut-être que Georges en parlera plus largement, voilà. Mais rappelez que c'est une association qui est quand même est quand même récente, hein, qui est arrivée assez récemment sur le champ des addictions, etc. A pour mission d'apporter des connaissances sur les excès des pratiques des jeux d'argent et de hasard, de déployer des outils de prévention validés et d'apporter une aide distancielle aux joueurs problématiques. Donc voilà, donc c'est une instance qui est là, qui a une mission importante aujourd'hui dans la prise en charge, et en tout cas dans le repérage des conduites dites excessives à risque. Voilà, pour cette petite introduction sur le thème. Donc, nous allons avoir 2 temps d'intervention, hein. Donc, le docteur Thierry Ventre sur la partie clinique, plutôt, hein, voilà, sur ce qu'on entend sur le jeu excessif ou à risque, et puis peut-être présenter un petit peu plus les programmes qui sont proposés par
l'arpège en termes de prévention, de repérage. Voilà. Sachez que vous avez toujours la possibilité de poser vos questions pendant les interventions sur le chat. Je les noterai et on les posera aux intervenants là sur le dernier quart d'heure du webinaire, 10 minutes, un quart d'heure, suivant la durée de l'intervention. Voilà. Écoutez, je laisse la parole aux intervenants. Thierry, Georges, Thierry, c'est à vous. Pour me présenter rapidement, donc Georges Martineau, directeur du partenariat de l'arpège. Donc moi, je vais intervenir assez peu juste pour vous présenter rapidement l'arpège et peut-être deux outils qu'on utilise et qu'on déploie depuis l'année dernière. Et puis je laisserai surtout Thierry ensuite intervenir sur la partie clinique. Donc l'Arpège, c'est une association nationale qui existe depuis septembre 2022. Donc elle est très jeune, cette association, mais elle a été créée par, on va dire, plusieurs personnes qui sont des experts de ce domaine depuis de nombreuses années et qui faisaient le constat qu'il manquait au niveau national une association qui porte vraiment des questions qui sont liées à ces problématiques d'addiction aux jeux d'argent et de hasard. Et donc, c'est une association qui va intervenir de manière transversale, à la fois sur la recherche, la prévention, mais aussi le recours au distanciel. Peut-être si on peut revenir sur la slide d'avant. Aujourd'hui, l'association, elle est, on va dire, organisée en 3 pôles. Vous avez le pôle recherche. C'est un pôle qui va travailler sur tout ce qui va être production de données, sur les activités de jeu, mieux comprendre les problématiques, mieux comprendre les pratiques de jeu. Et donc, ça vient en complément de ce que peut produire l'OFDT chaque année, enrichir en fait les connaissances qu'on peut avoir sur ce domaine-là. Le pôle prévention et partenariat que je dirige et qui a pour mission notamment de déployer un programme qui s'appelle Opéra, sur lequel je vais revenir, mais aussi d'autres outils qu'on est en train de développer à destination des jeunes, mais aussi des jeunes adultes et des familles, notamment. Et puis le pôle recours distanciel, le pôle recours distanciel, il est issu de la fusion avec l'association SOS Joueurs, que vous connaissez probablement, qui existe depuis maintenant très longtemps, je crois une trentaine d'années, et qui est un premier niveau de recours pour les joueurs en difficulté. Donc SOS Joueurs a fusionné avec l'Arpège, et depuis donc 2022, c'est devenu le pôle recours distanciel de l'Arpège. Même si on a gardé cette identité SOS Joueurs, parce que c'est une identité qui est forte auprès des joueurs et de leur entourage. Et donc, le pôle recours distanciel va notamment faire tout ce qui est écoute, orientation et conseil. Il y a aussi des groupes de parole qui sont organisés. Et puis, on en parlera rapidement, mais aussi la mise en place d'un programme d'intervention en distanciel qu'on a mis en place. On peut du coup passer à la slide d'après. Très rapidement, donc, un des outils qui est porté aujourd'hui par l'Arpège à travers son pôle prévention, c'est un programme qu'on appelle Opéra, outil de prévention éducationnelle sur les risques liés aux jeux d'argent. C'est un programme qui a été importé du Canada en 2014, qui a été testé et évalué positivement en France, qui s'appelait à l'époque Bien joué. Le programme québécois s'appelait Bien joué et on l'avait baptisé Bien joué ER en France, et on l'a renommé il y a quelques temps Opéra pour éviter toute confusion. On n'est pas là pour inciter les jeunes à bien jouer ou à jouer, mais au contraire les protéger des risques des jeux. Donc on a préféré rebaptiser le programme. C'est un programme qui va s'adresser à des jeunes entre 16 et 19 ans. Tous milieux sont concernés, à la fois les jeunes scolarisés au lycée, mais aussi tout ce qui est jeunes en apprentissage, en mission locale, MFR. Voilà, on intervient à différents niveaux, et on a des actions spécifiques auprès de jeunes qui sont peut-être un peu plus vulnérables. Je pense notamment aux jeunes sportifs. On sait que les sportifs jouent
beaucoup jouent plus que la moyenne de la population, et aussi les jeunes en situation de handicap, parce que souvent on les oublie et ça nous semblait important aussi d'intervenir auprès d'eux. Donc l'objectif du programme, hein, c'est d'appréhender les risques qui sont liés à ces pratiques de jeu, comprendre les mécanismes des jeux, déconstruire les croyances irrationnelles, les croyances erronées qu'on peut avoir par rapport à tous ces jeux. Et on sait que c'est un facteur qui favorise la bascule vers le jeu problématique, voire le jeu excessif. Et puis, renforcer aussi les compétences psychosociales. Voilà, donc 4 activités qui varient entre 1 et 2 heures. Au total, le programme, c'est 5 heures d'intervention. À la fois, on va travailler sur le sens critique, un module budgétaire également, parce qu'on sait que l'éducation budgétaire, c'est un facteur de protection important en matière de jeu d'argent et de hasard. Tout ce qui va concerner les croyances erronées, l'idée que si on est super bon au foot, eh ben on va forcément plus gagner au paris sportif que les autres qui connaissent rien. On sait qu'aujourd'hui que c'est faux, on l'a démontré, donc on va aussi accompagner les jeunes à mieux comprendre un peu toutes ces stratégies aussi des opérateurs de jeu. Et puis, un dernier module autour de tout ce qui est le repérage et comment voilà, on peut s'identifier, comment on sait si on est un joueur excessif ou pas, comment on sait si on a une pratique de jeu problématique, et puis comment on peut repérer auprès de ses pairs des joueurs potentiellement problématiques ou excessifs, et vers qui on les oriente, parce que c'est aussi quand même tout l'enjeu. Et puis, donc ça, c'est pour ce qui est du pôle prévention et partenariat de l'ARPEJ. L'autre pôle, c'est la slide suivante. C'est donc le pôle recours distanciel avec SOS Joueurs. Et donc, c'est un pôle qui est en train de déployer. Donc là, Thierry est très impliqué là-dedans, mais très rapidement, on déploie en fait un programme de recours distanciel pour les joueurs qui sont des joueurs excessifs. C'est un programme qui a été développé en Suède, qui a été déployé dans plusieurs pays européens et qui a montré toute son efficacité. Et donc, on a obtenu l'exclusivité de ce programme pour la France, et on l'a adapté au contexte français, on l'a traduit et là, on va le déployer. Ça va permettre, en plus de l'offre de soins proposée par les XAPA, d'avoir un premier niveau de réponse en distanciel pour les joueurs en difficulté. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler du tout de l'épidémio, puisque je vais passer la parole à Thierry qui va nous présenter tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Donc, pour aborder ce problème qui est de plus en plus prégnant des jeux d'argent et de hasard chez les jeunes. Il y a vraiment une prise de conscience actuellement à ce niveau-là. Il suffit de lire ce que disait la directrice de l'ANJ l'année dernière. Le jeu d'argent s'infiltre de plus en plus dans le quotidien des mineurs, relayé par la publicité et par une certaine complicité des parents, c'est un point important. En ligne ou dans l'univers physique, combattre le jeu des mineurs est désormais un enjeu majeur de politique publique, car on le sait, plus le jeu d'argent et de hasard est précoce, plus le risque d'addiction est grand. Donc, on va d'abord parler un petit peu d'épidémiologie. Tous les ans, l'OFDT publie des chiffres sur les consommations en France, alcool, tabac, cannabis. Pour la première fois, lors de la dernière publication des chiffres, sont apparus des chiffres sur une addiction sans substance, et il s'agit des problèmes de jeux d'argent et de hasard. 21 millions de joueurs dans l'année, 450 000 joueurs quotidiens. Pourquoi mettre comme ça, d'un jour à l'autre, enfin, cette année, enfin, l'année dernière, des jeux sur les jeux d'argent et de hasard? Eh bien, parce que on assiste depuis quelque temps à une augmentation extrêmement importante des jeux d'argent et de hasard. Chaque événement sportif majeur est l'occasion d'une progression dans ce domaine-là.
la Coupe du monde de foot au Qatar, la Coupe du monde de rugby, la Coupe d'Europe de foot bientôt, et puis les Jeux olympiques. À chaque fois, le nombre augmente, et donc par là même, les problématiques de jeu. En ce qui concerne la prévalence du jeu en France, en population générale, on voit qu'effectivement, quasiment un Français sur deux entre 18 et 75 ans joue dans l'année, environ 1% de joueurs quotidiens. Les joueurs problématiques ne sont pas forcément des joueurs quotidiens. Beaucoup de joueurs problématiques sont des joueurs qui ne jouent pas tous les jours, qui vont avoir un rythme de jeu, bien sûr, beaucoup plus soutenu que d'autres, mais c'est surtout les mises, le montant des mises qui est important, et puis ce qu'ils placent derrière leur action de jeu. Bien que le jeu soit interdit chez les mineurs, interdit de leur vendre, et puis obligation de les empêcher de jouer pour les opérateurs, il y a un nombre important de mineurs qui jouent. Vous voyez, simplement chez les 17 ans, on est à 27,5%, avec un pourcentage donc, de joueurs de quotidien qui est très faible. Mais on va voir que le nombre de joueurs excessifs dans cette tranche d'âge-là est finalement relativement important. Toujours en population générale, des chiffres un petit peu plus détaillés qui nous montrent quelque chose d'extrêmement intéressant ici. C'est que entre 2014 et 2009, le nombre de joueurs excessifs a doublé. Dans le même temps, le nombre de joueurs à risque modéré ou excessif, donc l'association de ces deux-là, a aussi augmenté dans de grandes proportions. Si on regarde ce qu'il se passe donc chez les jeunes majeurs, les 18-24 ans, eh bien on voit que c'est le groupe d'âge où le nombre de joueurs à risque modéré ou excessif est le plus élevé. Si on compare maintenant avec les chiffres obtenus auprès des mineurs, alors c'est l'étude, la dernière étude qui est disponible, une des dernières études, c'est Enjeux mineurs 2021. La qualité de cette étude, eh bien, c'est le nombre de sujets qui ont été pris qu'on a considéré, qui est très important, 5000 personnes. Si on compare à l'étude précédente, vous verrez que bien que ce soit sur une grande population, adulte, eh bien, on n'arrive pas à ce nombre de 5000 personnes. Et sur les 18-24 ans, on est à peine à 370 personnes. Donc, c'est quand même une étude importante qui a montré quoi? Eh bien, qui a montré des taux de jeu problématiques, réunion du risque modéré et excessif, très important puisque on est sur des taux qui sont de l'ordre de 30%. Attention, on est sur l'ensemble du nombre de personnes testées. Si on ramène ces taux uniquement au nombre de joueurs, ce qui est bien sûr le plus intéressant, on voit que la prévalence est de 4,5% pour le risque modéré et de 7,6% pour le joueur excessif. Ce sont malgré tout des chiffres extrêmement élevés, puisque si on les compare avec l'étude précédente, on était à 6% et pour les 18-24, 10%, si vous voulez. Là, on est à 7, 8, 9, 10, on est à 12 et quelques pourcents. Voilà. Donc, ce sont des chiffres très importants. Il faut un petit peu les relativiser parce que les chiffres de 2021 étaient très impactés par le Covid. Et on imagine bien que le Covid a pu favoriser, notamment grâce à Internet, une pratique de jeu chez certains mineurs. Les premiers chiffres que l'on a sur 2023 montrent qu'il y a effectivement une baisse de ces chiffres. Malgré tout, ces chiffres restent très élevés. Si on regarde un petit peu quels sont les jeux de prédilection des mineurs, on reste toujours sur les mineurs, on voit que les grattages sont les jeux préférentiels, en orange sur point de vente, en bleu sur Internet. Les grattages sont les seuls jeux chez les mineurs qui sont plus joués en point de vente que sur Internet. Pour tous les autres types de jeux,
les jeux sont beaucoup plus joués sur Internet. Il est étonnant de voir à droite, jeux de casino ou autres. Ça correspond, ça, probablement, à des pratiques de jeux illégales. Il faut savoir que le marché du jeu illégal est en pleine expansion. Un joueur en ligne sur 3 en France joue plus ou moins régulièrement sur un site de jeu illégal et on sait que les mineurs jouent sur ces sites-là. Ils ont des facilités, les mineurs, pour maîtriser l'outil informatique et arriver donc à aller jouer sur ces sites qui sont pour eux extrêmement dangereux, hein. Il n'y a aucune protection, il n'y a aucune garantie, et ils amènent à des pratiques extrêmement, comment dire, dommageables pour eux. Quel est le lien entre les jeux d'argent et de hasard et les addictions? Que ce soit des jeux ou des produits, finalement, le mode de consommation est le même. On va avoir des joueurs qui ont une pratique d'usage, d'autres qui vont avoir un comportement nocif ou à risque, et d'autres qui vont être dépendants. Tout ça, c'est défini par des critères dérivés du DSM-5, hein, on voit, des critères diagnostiques, hein, dans le cadre du trouble de l'usage, qui vont nous permettre de déterminer un niveau de dépendance plus ou moins important, un trouble de l'usage plus ou moins sévère. Et tout ça doit être bien mis en dehors d'un problème psychiatrique particulier qui est un trouble bipolaire, dans la mesure où il faut absolument exclure un épisode maniaque. On verra qu'il y a un lien très fort entre l'addiction aux jeux d'argent et de hasard et notamment les troubles de santé mentale. On est, avec les troubles de l'usage, sur une approche très médicale de l'addiction, de la dépendance aux jeux d'argent et de hasard. C'est ce qui est dérivé, par exemple, des anciens critères de Goodman. Mais il est important d'imaginer une vision un petit peu différente de l'addiction dans le cadre des jeux d'argent et de hasard, parce que ce sont des situations que l'on va rencontrer très souvent. On peut en avoir une vision beaucoup plus clinique, dans laquelle on peut considérer que la dépendance, l'addiction, pardon, va commencer en même temps que l'apparition d'une souffrance de la personne, mais plus souvent, finalement, une souffrance de son entourage. Finalement, le joueur, lui, tout va très bien. Même s'il perd, même s'il commence à faire des dettes, c'est parce qu'il n'a pas de chance, mais il va se refaire. Mais pendant ce temps, son entourage, son épouse, par exemple, s'il est marié ou s'il vit avec quelqu'un qui a des enfants à sa charge et qui doit payer le loyer et faire manger les gamins alors que le salaire du mari passe intégralement dans les jeux, si vous voulez, elle va ressentir une souffrance importante alors que pour lui, pour le moment, il n'y a toujours pas de problème. Et puis, on dit que les jeux d'argent et de hasard sont une addiction sans substance, sans produit. On verra malgré tout que les produits sont toujours très présents, souvent très présents dans les jeux d'argent et de hasard. Et là, on peut se dire que puisqu'il n'y a pas de produit, la vision qu'on peut avoir de la chose est forcément un petit peu différente. Et on peut se dire que l'addiction au jeu, elle relève de la recherche compulsive d'une sensation qu'on a connue, qu'on a mémorisée, qu'on a envie de retrouver. Et comme pour toutes les addictions sans substance, c'est finalement le caractère extatique, c'est-à-dire qui mène à l'extase de cette sensation initiale que l'on a eue, que l'on essaie de retrouver, mais que l'on ne retrouvera jamais tout simplement parce qu'on l'a fantasmé, qui va être dans ce cas-là à l'origine de l'addiction. Il y a des critères qui sont propres aux jeux d'argent et de hasard et qui vont bien sûr influencer de façon extrêmement importante cette addiction. On va retrouver
comme dans le triptyque d'Olivenstein, une interaction entre l'individu, les circonstances, l'environnement, et puis le produit. Ici, le produit, c'est un comportement, les jeux d'argent et de hasard, et les jeux ont des caractéristiques structurelles qui vont, comme par exemple le pouvoir de dépendance du produit, interférer dans ce triptyque et favoriser donc l'addiction aux jeux d'argent et de hasard. Pour la personne, on a bien sûr les caractéristiques habituelles, hein, les vulnérabilités, une importance particulière quand même pour les traits de caractère, hein, qui ont été définis par Zuckerman, et trois principalement parmi eux, qui sont l'intolérance à l'ennui, l'impulsivité et la recherche de sensations de nouveauté. Effectivement, on les retrouve dans toutes les addictions, y compris avec des produits, mais dans le cadre des jeux d'argent et de hasard, ils ont quand même une importance particulière. Il y a bien sûr là aussi le rôle de l'environnement, hein, l'accessibilité au jeu, par exemple, hein, difficile de jouer s'il n'y a pas de jeu disponible. Et donc, on verra que Internet, dans ce cadre-là, joue un rôle particulièrement important. Et puis, les propositions de jeux, la publicité, les offres publicitaires auxquelles sont soumis les joueurs, et bien sûr des caractéristiques qui sont propres au jeu, qui vont faire que le comportement va être maintenu dans la durée jusqu'à devenir excessif ou pathologique. Il y a des éléments très importants là-dedans qui sont volontairement introduits dans la structure des jeux. Ça va être des choses comme le near win, le near miss, hein, le presque gagné, le presque perdu, ou le juste perdu plutôt, hein. Les successions de petits gains, on sait que faire gagner des petites sommes relativement souvent va favoriser le maintien dans le comportement de jeu, même si à la fin, malgré tout, il n'y aura que des pertes finalement. On sait que la cinétique des gains aussi est très importante. On sait que quelqu'un qui perd au début, mais gagne sur la fin, va avoir tendance à maintenir son comportement de jeu, même si en fin de compte il est perdant, hein. Et puis, l'introduction de cette illusion de l'expertise du joueur, hein, qui est quelque chose d'extrêmement important actuellement, et puis tout l'environnement, toute cette stimulation sensorielle, l'apparence, que ce soit de la salle de jeu, du casino ou du site internet, les bruits qui vont évoquer une véritable réaction pavlovienne, si vous voulez, l'annonce du plaisir de la gagne. Voilà, tout ça est très bien fait, très bien calculé. Les jeux sont vraiment construits sur des principes cognitivo-comportementaux, si vous voulez, et donc tout est fait pour maintenir le joueur dans sa pratique. Trois types de joueurs. Les joueurs sociaux, ce sont les joueurs qui vont faire un petit jeu de temps en temps, qui n'ont aucun problème et qui n'en auront pas. Les joueurs professionnels, le seul jeu dans lequel on va rencontrer des professionnels, c'est le poker, on va en reparler. Et il est important de savoir que les joueurs professionnels ne sont pas des joueurs addicts. Et puis les joueurs excessifs, ceux qui vont développer cette addiction aux jeux d'argent et de hasard et qui vont donc avoir un certain nombre de problèmes liés à ça. Trois types de joueurs excessifs qui ont été définis par Blazynski. On a des joueurs par comportement conditionné. Alors là, c'est le plus grand nombre de joueurs. Ce sont des gens qui, en général, n'ont pas de critères, de facteurs de vulnérabilité, qui, en général, n'ont qu'une addiction. Et donc, dans ce cas-là, le jeu, mais ils peuvent aussi, par exemple, avoir une addiction au tabac, mais enfin, ils ne vont pas être des polyconsommateurs. Et donc, ce sont les joueurs pour lesquels la prise en charge va être la plus simple, la plus facile. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux arrêteront leur comportement de jeu problématique tout seuls, sans aide,
Et heureusement, c'est le cas aussi d'ailleurs pour la plupart des addictions, hein. L'immense majorité des addictions, les personnes arrivent à s'en sortir seules, mais ce sont des situations particulières, donc de personnes ayant confiance en elles, avec peu de facteurs de vulnérabilité ou pas du tout de facteurs de vulnérabilité notamment. On va ensuite avoir des joueurs avec des facteurs de vulnérabilité, ce sont en général des polyconsommateurs, hein, et eux vont avoir besoin d'une aide, effectivement, mais tout n'est pas perdu pour eux, hein. Un grand nombre, heureusement, arriveront soit à arrêter, soit à réduire suffisamment leur comportement pour qu'ils deviennent moins dommageables. Et puis, vous avez le joueur antisocial impulsif. Là, c'est extrêmement compliqué. En général, à la vulnérabilité va s'associer un trouble mental. C'est des situations très compliquées qui vont nécessiter l'association de plusieurs compétences, hein, et notamment psychiatriques. Tout ça, aujourd'hui, c'est sous-tendu par Internet. L'arrivée d'Internet a énormément aidé au développement des jeux d'argent et de hasard. Internet, c'est un facilitateur, c'est un accélérateur. Bon, Internet, ça fait partie des nouvelles technologies de l'information, de la coordination et de la communication, avec comme principale qualité l'interactivité, l'ubiquité, l'instantanéité. Donc, ça rend les choses plus facilement accessibles. Il y a aussi une anonymisation qui favorise, si vous voulez, la désinhibition et donc l'activité dans un cadre confortable, puisque ça peut être chez soi, de n'importe où, et une dématérialisation de l'argent. Donc tout ça a amené un effacement des limites, une accélération des processus, et pour donner un ordre d'idée, alors que lorsqu'il n'y avait que des jeux en dur, et notamment de casino, il fallait entre 10 et 20 ans pour qu'un joueur soit arrivé au bout et recherche de l'aide. Aujourd'hui, les processus sont accélérés. Avec Internet, les machines à sous, on estime que le joueur arrive au bout en 3 à 5 ans. Les jeux d'argent et de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un jeu d'argent et de hasard? C'est un jeu qui repose sur l'argent. Le joueur va déposer une mise dans un espoir de gain, et c'est une mise qu'il ne peut pas reprendre. Ce sont des jeux donc qui sont régis par le hasard, c'est-à-dire que l'issue du jeu va reposer uniquement ou principalement, puisque là on pense au poker, sur des phénomènes de hasard. Le hasard, c'est quoi? C'est une cause imprévisible attribuée à des événements fortuits et inexplicables. Pourquoi c'est important de comprendre ce que c'est le hasard? Eh bien, parce que la plus grande partie des problèmes des joueurs excessifs vont être liés à une incompréhension, une non prise en compte des phénomènes de hasard. Le hasard exprime une action qui est sans relation de cause à effet. Un événement passé ne va pas provoquer un événement à venir. Un événement actuel est sans lien avec un événement passé, et un événement actuel ne va influencer en rien un événement à venir dans le cadre du hasard. Le problème, c'est que dans notre quotidien, nos raisonnements sont tous des raisonnements de cause à effet. Et si, dans le cadre du hasard, on introduit ce type de raisonnement, eh bien, forcément, ces raisonnements vont être faux. On voit bien aussi, ne serait-ce que par les mots qui dérivent de là, qu'il y a une notion de danger omniprésente dans le hasard. Hein. Hasardeux en français, hasard avec un Z en anglais qui veut directement dire danger, risque. Hein.
Et donc, ces notions de hasard sont très importantes et il faudra les rappeler, les travailler donc, dans le cadre de la prise en charge des joueurs. Donc, le hasard, il y a ce côté imprévisible et incontrôlable que malheureusement les joueurs vont souvent oublier. Trois types de jeux, trois grands types de jeux. On ne parle pas de jeux d'argent, on parle de jeux en général. Les jeux de hasard purs, le pile ou face par exemple, les jeux de raisonnement de stratégie, les échecs, les dames, et puis les jeux d'habileté, comme par exemple les fléchettes. Les jeux d'argent et de hasard sont essentiellement des jeux de pur hasard. C'est le cas des machines à sous, de la roulette, de la loterie. On sait aujourd'hui que, comme pour les produits d'ailleurs, hein, un jeu d'argent et de hasard est d'autant plus addictif que le renouvellement de l'événement est rapide et que la gratification est importante et immédiate. On sait que les produits les plus addictifs sont des produits qui agissent vite, fortement et peu de temps, et donc pour lesquels il faut renouveler la prise. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les jeux d'argent et de hasard. Certains jeux de hasard pur peuvent donner l'illusion d'un certain contrôle sur l'événement. Là encore, hein, l'illusion du contrôle n'est pas quelque chose qui est propre au jeu de hasard, même si là, ça prend une importance particulière. Hein. C'est un phénomène qui est assez général. Hein. On a toujours envie d'avoir le contrôle sur les choses. Et donc, on va introduire un certain nombre d'éléments dans les jeux d'argent et de hasard qui vont donner l'impression à la personne d'avoir un peu plus de contrôle et même d'avoir un contrôle certain sur le déroulement du jeu, qui est pourtant un jeu de hasard et sur lequel, en réalité, on n'aura jamais le moindre contrôle. Lancer des dés, par exemple, hein, eh bien, si je dois sortir un 6, je vais secouer fort le dé dans ma main avant de le lancer, alors que si j'ai besoin d'un 1, je vais le lancer doucement. Tenir des cartes, les choisir, choisir des numéros, remplir une grille. Voilà, tout ça, ça donne l'impression qu'on a un certain contrôle sur la chose. Certains jeux de hasard reposent sur plusieurs catégories à la fois. C'est ce qu'on appelle des jeux hybrides. Hein. Et ces jeux hybrides sont clairement plus dangereux que les jeux de pur hasard. On va parler à ce moment-là de jeux d'expertise ou de semi-expertise. Ce sont essentiellement les paris sportifs, hippisme, football et le poker. Les jeux d'expertise comportent un risque majeur parce que le joueur va être amené à surestimer ses compétences en oubliant le rôle du hasard à l'origine d'un biais d'optimisme sur ses possibilités de gain et même sur la réalité de ses gains. On le voit très bien, par exemple, chez les joueurs de paris sportifs. Hein. Ils ont l'impression d'être bénéficiaires parce qu'ils ont des gains assez souvent, mais en réalité, ce sont des petits gains qui bien souvent ne vont pas arriver à couvrir ne serait-ce que leur mise. Hein. Mais voilà, ce concept d'expertise qu'ils pensent avoir, qu'on leur insuffle, hein, bien sûr, bien, va amener cet excès, si vous voulez, d'optimisme, hein, qui est un véritable biais. Donc, les jeux dits d'expertise, le poker. Le poker, c'est le seul jeu d'argent qui est pratiqué par des joueurs professionnels parce qu'effectivement, les compétences du joueur peuvent, dans une certaine mesure, influencer le résultat d'une partie. Il repose sur des compétences du joueur, l'habileté, évaluation de ses chances de gagner, le calcul de probabilité, c'est-à-dire la capacité de calculer instantanément en fonction des cartes que j'ai dans la main et de celles qui sont sur la carte, les chances que j'ai de gagner. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est à la portée que de quelques-uns. Sur la réflexion et les choix stratégiques à adopter, bluffer, se coucher, adapter sa stratégie de jeu, maîtriser ses émotions, être calme, rationnel et patient. Malheureusement, le hasard reste prépondérant. La distribution des cartes est le fait du hasard, et même le meilleur joueur ne gagnera pas s'il n'a pas de jeu. Donc, on voit bien qu'il y a un risque majeur de biais d'optimisme par surestimation de ses compétences et d'oubli du rôle prépondérant du hasard. Toujours dans les jeux dits d'expertise, les paris sportifs. L'expertise du joueur est mise en avant par les organisateurs de paris sportifs, hein, que ce soit en hippisme ou en loto ou en auto-shoot.
les connaissances du joueur qui peuvent lui permettre de trouver plus de bons résultats en comparaison à un joueur sans expertise ou à un tirage au sort. C'est les connaissances des chevaux, des équipes, des résultats, tout ça. Mais les études ont montré que à moyen terme ou à long terme, eh bien, il n'y avait pas de différence de gain entre un expert et un tirage au sort des résultats. Je dis bien, pas de différence dans les gains. Et ces gains, ce ne sont d'ailleurs pas des gains, ce sont des pertes. Il faut bien comprendre que même si le joueur a une vraie expertise, par exemple dans le foot, cela va bien sûr lui permettre de trouver plus de bons résultats que par tirage au sort, par exemple, sauf que c'est le système des cotations qui va totalement annuler l'impact de l'expertise, transformant ce jeu dit d'expertise en véritable jeu de hasard. Autrement dit, l'expertise n'a aucun impact sur la possibilité de gain. L'expertise peut aider à trouver plus de bons résultats, mais par le jeu des cotations, cette expertise ne se traduit pas en possibilité de gain supérieure. La part des Français qui jouent au jeu d'argent et de hasard est en recul par rapport à 2014, mais on observe une progression du jeu problématique. On le voit pour l'alcool, on le voit pour le tabac. Tous les ans, les consommations d'alcool et de tabac baissent et dans le même temps, on voit que la part de mortalité qui est attribuable à ces produits augmente. Eh bien, effectivement, le nombre de consommateurs problématiques, lui, progresse. La concentration des dépenses est très marquée. 79% du produit brut des jeux provient de joueurs ayant une pratique de jeu à risque, c'est-à-dire d'environ 20% des joueurs. On sait que, et parmi ces joueurs problématiques, c'est 1% qui va être à l'origine de 49% du produit brut des jeux. Les paris hippiques sportifs et le poker occasionnent les dépenses les plus importantes. Et pour les paris sportifs, le volume des mises a été multiplié par 2,8 par rapport à 2014 et celui des mises sur Internet par 4,6. Les paris sportifs représentent donc le risque le plus important sur le plan individuel. On estime que un quart des comportements de jeu problématiques aujourd'hui sont attribuables aux paris sportifs. Si on regarde à gauche de la diapo, ici, ce qu'il se passe chez les jeunes, on voit qu'en 2012, 25, là on est sur les jeunes majeurs, 25% des parieurs sportifs avaient entre 18 et 24 ans. En 2020, on était à 34%. On a une progression régulière à ce niveau-là. Il y a un marketing très ciblé des opérateurs sur les jeunes majeurs. Les études sont faites essentiellement sur les jeunes majeurs. On commence à peine à avoir des études faites sur les mineurs. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout se passe en ligne, quasiment. 80-90% des paris sportifs se passent en ligne, avec un smartphone et une ou des applications. On est devant la promotion d'un véritable style de vie dont le pari sportif n'est qu'un prolongement. On va employer le langage des jeunes, leurs codes, y compris dans les pubs TV qui sont dirigées vers les adultes, mais on voit bien qu'elles sont dirigées vers de jeunes adultes avec des codes des jeunes adultes, mais aussi qui sont encore des codes des mineurs. La promotion va se faire par affichage, surtout par les réseaux sociaux, les influenceurs et des stars, notamment du sport. Lorsque les jeunes sont mis en scène en train de parier, ils sont mis en scène dans des situations du quotidien, salle de sport, peu importe, soirée entre amis, et ils parient sur un smartphone. Sur Internet, on a un certain nombre de vidéos où on voit des gens en train de faire du VTT qui s'arrêtent pour finalement faire un pari. Donc, il y a cette tentative d'intégrer le jeu
dans la vie de tous les jours, dans chaque instant, hein. Donc, cette promotion pour un style de vie dans lequel le pari sportif est totalement intégré. On leur promet un circuit court dont il détient forcément les clés, donc pour lequel gagner est une évidence. Le pari sportif promet des sensations fortes que ne procurent pas les autres jeux de hasard. On ne suit pas le sport par amour du sport, mais à travers un pari. Un des slogans d'un opérateur, c'est No bet, no game. On ne s'intéresse pas qu'à une seule équipe. On n'est pas un supporter. Nous sommes les parieurs. Là encore, slogan d'un opérateur. Esprit, on essaie de créer un esprit communautaire de groupe. Ça permet d'élargir le public et aussi de donner un statut à un public qui est en quête de reconnaissance. Grosse cote, gros gain, gros respect. Ça, c'est dans une publicité télévisée, le roi du pari. Thierry, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. On aura fini. On sait aujourd'hui que la plupart des jeunes qui s'adonnent à des jeux d'argent connaissent très bien l'interdiction qui en est faite, et pourtant, ils déclarent que c'est facile de jouer, hein, avoir des cartes à gratter, donc dans un distributeur, hein, de cartes à gratter en dur, jouer à des tirages, miser sur des paris sportifs, eh bien, ça leur pose pas tant de problèmes que ça. Les sommes investies par les mineurs proviennent essentiellement donc de l'argent de poche, des cadeaux pécuniaires, mais aussi de leur père et de leur mère qui vont très souvent financer leurs paris, voire y participer avec eux. Et pour un quart des jeunes, eh bien, ils ont l'autorisation de leurs parents de jouer sur le site de jeu, sur le compte de jeu des parents. Donc, on voit qu'il y a, de la part des parents, une méconnaissance des risques à ce niveau-là. Il faut dire aussi que 56% des parents qui favorisent le jeu comme cela chez leurs enfants sont des personnes qui ont une pratique de jeu extrêmement régulière. Avec le jeu en ligne, les choses sont un petit peu plus compliquées puisque l'argent devenant une notion abstraite, il semblerait que les phénomènes soient bien plus rapides qu'avec le jeu en dur en ce qui concerne l'oubli des pertes et l'illusion d'avoir eu des gains. L'impact de la publicité est très important sur les jeunes, hein. Elle va se faire essentiellement par les réseaux sociaux et par des influenceurs. Les jeunes déclarent être sensibles à cette publicité. Ils sont sollicités de différentes façons, donc des offres de bienvenue qui sont destinées aux majeurs, bien sûr, mais que les mineurs disent recevoir assez souvent. Des jeux gratuits, des jeux sans argent, mais permettant de gagner des lots, des jeux en mode démo avec argent fictif ou points, qui vont leur permettre finalement d'acquérir les bases des jeux d'argent et de hasard en leur donnant l'illusion qu'ils peuvent facilement gagner. Et puis, on voit depuis quelque temps une limite de plus en plus floue entre les jeux vidéo et les jeux d'argent et de hasard, avec des scènes de jeux d'argent et de hasard qui sont intégrées aux jeux vidéo et où on va vous apprendre à jouer, et puis l'apparition des paris sur le e-sport, tout ça bien sûr favorisant l'entrée dans les jeux d'argent et de hasard à la majorité. Les dommages liés aux jeux d'argent et de hasard sont financiers, sociaux, professionnels, familiaux, psychiques, judiciaires. Judiciaires, oui, effectivement, on sait que plus de 80% des joueurs pathologiques commettent des actes illégaux. On va les résumer sous les 5 D, les dettes, les délits, la dépendance, la dépression, la désocialisation.
La non-demande, c'est quelque chose de banal chez les joueurs, mais encore plus chez les jeunes, qui ne vont prendre conscience des dommages que fort tardivement, vraiment à la dernière extrémité. Les joueurs ne prennent conscience des dommages engendrés par leur comportement de jeu que tardivement. Ils ne perdent pas, ils ont presque gagné, ils ont perdu de justesse, ils n'ont pas eu de chance, mais ça va changer. Ils ont toujours l'illusion qu'ils vont se refaire, ils n'ont pas de problème, sentiment encore donc plus important chez les jeunes, et donc forcément aucune demande. Et l'entourage va prendre conscience de la problématique beaucoup plus tôt qu'eux. Beaucoup de produits dans les jeux d'argent, dépendance au tabac, 64% contre 30% de population générale. Dépendance à l'alcool, 26%. 50% d'alcool à risque. Hein, et puis, des troubles psychiatriques très présents chez les joueurs dépendants. Heureusement, les jeunes sont très souvent des joueurs excessifs, mais pour lesquels il est possible d'intervenir. Ils n'ont pas encore développé très souvent un niveau de trouble de l'usage très élevé, mais par contre, si on n'intervient pas, ça sera le cas. Un petit test qui est très pratique pour détecter un éventuel problème de jeu, c'est le lie and bet, 2 questions. Hein. Avez-vous déjà eu besoin de miser de plus en plus d'argent? On explore la tolérance. Avez-vous déjà eu besoin de mentir à vos proches sur la somme que vous avez jouée? Là, c'est la perte de contrôle. Une réponse oui indique un possible problème de jeu. Ce n'est pas un test diagnostique, c'est un vrai TROD, c'est un test rapide d'orientation diagnostique, pardon. Les motivations à jouer, elles sont banales, hein. Les sensations, l'espoir de rêve qu'il pourrait réaliser en cas de gain important, se mesurer aux autres, pour le jeu lui-même, hein, pour la forme et l'environnement du jeu. La trajectoire d'un joueur, c'est toujours la même. Ça va commencer par ce qu'on appelle le big win, hein, un gain marquant qui va impressionner, qui va marquer le joueur, et donc il va partir à la recherche de cette sensation initiale. Hein. Il va passer par une phase de perte dans laquelle il va avoir envie de se refaire, et puis finalement, n'arrivant pas à se refaire, il peut arriver vers une phase de désespoir ou de dépression. C'est pendant cette phase de chase, hein, qu'il est intéressant d'intervenir, car on est là sur quelque chose qui est réversible. Il y a vraiment une possibilité de retour en arrière. On peut résumer tous ces problèmes par ce qu'on appelle les erreurs du joueur. Pensée magique, fausse croyance, pensée erronée, pensée irrationnelle, l'illusion du contrôle, et puis des biais cognitifs qui pourraient être différents suivant les types de jeux, jeux de casino, paris sportifs, qui reposent sur la méconnaissance, la négation des problèmes de hasard et sur des biais d'optimisme en surreprésentation des chances de gain, des biais de familiarité, et peut-être faudrait-il introduire le biais d'expertise. La prise en charge va être basée sur ces points-là. La prise en charge, elle va être différente suivant que l'on s'adresse à des personnes qui ont un trouble de l'usage léger à modéré ou des personnes qui vont être très dépendantes, suivant qu'elles ont des vulnérabilités ou qu'elles n'en ont pas, suivant que ce sont des majeurs ou des mineurs. Nous avons bien sûr l'Exapa. Le problème d'Exapa, c'est que l'accès est souvent compliqué. Il y a souvent un manque chronique de professionnels. Or, avec les joueurs, la fenêtre pour capter, si vous voulez, pour les capter quand ils font une demande, elle est très petite. C'est 1 semaine à 15 jours. Il faudrait donc les recevoir presque immédiatement après leur demande. Malheureusement, dans l'Exapa, les délais sont très longs. En libéral, il y a quelques médecins, quelques psychologues qui sont formés, pas suffisamment. De plus, les joueurs ne sont pas très enclins à se déplacer, si vous voulez, parce qu'ils sont dans l'immédiateté, ils ont envie
d'être pris en charge quand ils l'ont décidé rapidement. Il faudrait donc essayer de trouver des prises en charge à proximité. Eh bien, c'est ce qu'essaie de faire Arca Sud en développant, en formant notamment un réseau de psychologues libéraux, en orientant les demandes vers l'Exapa qui ont des compétences dans la prise en charge des jeux d'argent et de hasard, notamment à travers les binômes jeux d'argent et de hasard qu'on appelle plutôt maintenant binôme addiction sans substance, et pour les mineurs, vers les consultations jeunes consommateurs, les PAJ, mais aussi l'Exapa, qui de plus en plus prennent en charge des mineurs. Voilà. Arca Sud, donc, peut vous aider dans ce cadre-là. Hein. Il suffit d'aller sur le site d'Arca Sud pour avoir toutes les coordonnées. Et puis, Arpège, donc, peut vous donner aussi un certain nombre d'informations en ce qui concerne donc la prévention ou l'accompagnement des joueurs. Voilà, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Merci pour cette présentation bien complète. Voilà, donc, alors il n'y a pas eu de questions en ligne. Je ne sais pas si certains souhaitent intervenir là à chaud. Sinon, moi, ça m'a évoqué une chose en fait sur la structure globale aussi psychologique des jeunes, hein, où on sait c'est une période où on est sujet à vouloir expérimenter, on est le sans limite, enfin, vous voyez, sur la prise de risque, etc. Et on voit que dans ce que vous avez exposé sur les stratégies de communication, on sait, hein, quand vous avez parlé de style de vie, on voit vraiment il y a malheureusement une stratégie pour tout faire pour que le jeune, par rapport à sa structure psychologique, quelque part, soit comme aimanté à ça. Et encore une fois, voilà, le rôle de l'éducation, le rôle de la prévention est quand même essentiel pour rappeler ces réalités de l'environnement du jeu et de ses stratégies. Hein. C'est vrai que bon, de dire que on peut être expert bon, notamment les courses hippiques, etc. On les voit, les turfistes qui sont là, à voir et qu'on voit que c'est biaisé finalement. Vous voyez. Donc cette illusion de la maîtrise et de la stratégie qu'on pourrait avoir. Voilà, donc, et puis bon, c'est bien fait, j'ai envie de dire, malheureusement. C'est très bien fait, et puis surtout, on a tendance à nier l'expertise du joueur. Mm. Mais le joueur, lui, il sait qu'il est expert dans son domaine. Donc lui dire que c'est pas vrai, Mm. il ne vous écoute plus. Il Exactement. faut arriver à lui faire comprendre que oui, il est expert dans son domaine. Son domaine, c'est quoi? C'est le sport, c'est les chevaux, il les connaît bien. Et effectivement, cette expertise qui est réelle va lui permettre de trouver, eh bien, de temps en temps un peu plus de bons résultats que quelqu'un qui n'y connaît rien. Mm. Sauf que ça ne sert à rien pour gagner de l'argent. Parce qu'avec le système du handicap dans le hippisme, plus le système des cotations dans le hippisme Mm. et dans les Mm. autres paris sportifs, eh Mm. bien, les opérateurs de jeu transforment ça en véritable jeu de hasard. Mm. Mm. L'expertise n'apporte aucune éventualité, aucune possibilité de gain supplémentaire. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler avec eux. À Arpège, on a mis des espèces de petites façons de le faire, à partir des cotes et d'exemples réels, si vous voulez, de résultats sportifs. Je crois que il faut pas nier l'expertise du joueur, mais ce n'est pas une expertise qui sert à gagner de l'argent. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à lui faire comprendre. Je vois une question là sur le lien entre les jeux d'argent et le Parkinson. Mm. C'est quelque chose d'important, effectivement. Alors là, on n'est plus du tout chez les jeunes, pas du tout, on est à l'autre extrémité de la vie. Euh, il faut savoir que chez les Parkinsoniens non traités, le pourcentage d'addiction monte à 6%, alors qu'il est entre 1 et 2% en population générale. À partir du moment où on traite le Parkinson, on va dans certaines séries monter jusqu'à 20% d'addiction. On a un certain nombre de médicaments anti-parkinsoniens, je ne citerai pas de nom, mais qui favorisent les addictions donc, chez le parkinsonien. Donc, il faut les rechercher systématiquement.
C'est essentiellement les addictions comportementales, les jeux d'argent, les addictions sexuelles, les achats compulsifs, mais aussi l'alcool. Hein. Donc, il faut les rechercher systématiquement et lorsqu'elles sont présentes, eh bien, ça va demander de réadapter le traitement. Ça peut être simplement une baisse des posologies ou alors parfois un changement carrément de molécule. Hein. Voilà. Écoutez, on va peut-être pas trop prolonger, voilà, 9h03. Merci beaucoup pour ce partage. Voilà, pour aller plus loin, vous avez la bibliographie. Voilà, et vous pouvez toujours nous contacter pour toute question qui serait évoqué là, voilà, après cours. Vous pouvez revisionner, bien sûr, le webinaire et peut-être qu'à l'occasion de ce visionnage à nouveau, vous pourriez avoir d'autres questions. Voilà, bah, écoutez, on est à votre disposition. Merci Thierry, merci Georges Je vous en prie. Merci. pour cette intervention. Je souhaite une bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.